Messieurs les abbés, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Marc Levatois et toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce grand événement. Et je voudrais aussi remercier plus particulièrement Monsieur Clément Millon, avec qui j'ai travaillé il y a 2 ans déjà sur ce dont je vais vous parler. Je crois que lorsqu'on en vient à atteindre les 100 ans d'une association quelle qu'elle soit, de gauche, de droite, profane ou religieuse, c'est le signe manifeste que cette association est rentrée dans l'histoire. Aussi, je souhaite à tous les membres de DRAC et à vous tous qui êtes ici présents aujourd'hui un joyeux anniversaire. Alors je m'excuse tout d'abord de ne pas pouvoir être présent personnellement. Mes obligations me retiennent à Rome pour mes études d'histoire et d'histoire de l'art, mais mon cœur est aujourd'hui à Paris. Ma courte intervention s'intitule donc « Les grandes figures de la DRAC ». Je vous parlerai évidemment de quelques personnalités issues de ces rangs, mais je ne crois pas que l'on puisse sérieusement en parler sans s'intéresser au préalable à l'Assemblée des supérieurs majeurs, qui dans son entier fut la grande figure de la DRAC, comme nous le verrons à l'instant. L'Assemblée des supérieurs majeurs, la première réunion de cette assemblée a lieu entre 23 supérieurs et provinciaux, ou leurs représentants, de congrégations et d'ordres exclusivement masculins. Elle se déroule le lundi 27 avril 1925 à Paris, sous la direction de Don Léopold Gauguin, abbé du Léguger. Don Gauguin est en effet le supérieur direct de Don Moreau, qui a lancé la DRAC. Quoi de plus normal dans ces conditions qu'après avoir avalisé le projet de son subalterne, Don Gauguin participa à son établissement et à sa consolidation. Étant une œuvre par et pour les religieux, il fallait des supérieurs afin de diriger cela. Les religieux ne font-ils pas vœu d'obéissance? Comment auraient-ils pu satisfaire s'ils ne voyaient pas leurs supérieurs non seulement leur donner leur accord, mais participer avec eux et donner la ligne de conduite à suivre? C'est pourquoi je pense que ces supérieurs ont leur place dans cette intervention pour une raison qui semble évidente. S'ils n'avaient été là, DRAC n'aurait simplement pas pu exister et se pérenniser. Le but de cette première assemblée, donc, en 1925, est de faire le bilan de la situation religieuse en France et par là, lui donner une orientation pour les congrégations en général et pour DRAC en particulier. 3 décisions sont prises au cours de cette première réunion. 1. Continuer les campagnes entreprises dans son rôle négatif, c'est-à-dire contre les lois anti-religieuses en vigueur à ce moment-là, et son rôle positif, c'est-à-dire donner un statut légal à cette association. 2. Intensifier la campagne entreprise. Les représentants des congrégations décident d'envoyer de nouveaux assistants pour diriger les services avec des religieux consacrés. Et 3. Élargir la campagne entreprise avec une action apostolique en faveur de la vie religieuse, en donnant par exemple, comme on va le voir, beaucoup de conférenciers à DRAC. Ces décisions seront celles généralement prises à chaque réunion des supérieurs majeurs par la suite. Elles soulignent à quel point les supérieurs majeurs, par leur présence et leur intérêt pour la DRAC, donnent un élan aux religieux qui se dévouent dans le cadre de la DRAC. Une fois n'est pas coutume, 2 fois la coutume s'installe, la réunion suivante se déroulera donc le 17 juillet 1925. Malgré eux, avec eux, l'Assemblée se constituait. En effet, les supérieurs majeurs se réuniront dès ce moment, chaque année, au moins une fois. Ils ne pensent pas arrêter, car les lois anti-religieuses, elles, ne cesseront pas. Ces réunions auront lieu sans arrêt jusqu'en 1939. Une simple feuille manuscrite le justifie lapidairement. En 1939, pas d'assemblée, la guerre. Ainsi, ce n'est pas de leur fait, mais bien à cause d'une raison grave que les supérieurs majeurs ne pourront se réunir. Dans le tableau suivant que vous pouvez voir sur l'écran, j'ai recensé les supérieurs présents entre 1925 et 1931. Tout d'abord, le nombre de congrégations et d'ordres religieux représentés est très important puisque 52 sont présentes en seulement 6 années d'existence.
Il faut savoir que parfois ce sont 2, 3 ou plus encore de supérieurs majeurs de ces ordres qui sont présents à ces réunions en rapport avec la drague. De plus, il y a, comme vous le voyez, soit des ordres religieux tels que les cisterciens, les capucins, les bénédictins, les carmes, des ordres mendiants comme les dominicains ou les franciscains, soit des congrégations enseignantes telles que les salésiens, les marianistes, les frères des écoles chrétiennes et beaucoup d'autres encore. Cela traduit précisément la situation politico-religieuse extrêmement tendue à l'époque, où les religieux se disent persécutés par la République française, en particulier les congrégations enseignantes. Et je rappelle que, par exemple, le port de l'habit religieux était quelque chose d'extrêmement controversé, et Drac a évidemment un dossier là-dessus. L'Assemblée des supérieurs majeurs a donc joué un rôle prédominant pour Drac, et je crois que c'était l'occasion et l'intervention pour leur rendre l'honneur qui leur était dû. Après cela, nous pouvons voir maintenant quelques personnalités de la drague. Et c'est dans ce second temps que je voudrais en parler. Tout d'abord, il y a Dom Moreau. Dom Moreau, c'est le fondateur et l'âme de la drague, si l'on peut dire. François-Josaphat Moreau est une figure marquante de son époque. Né le 8 décembre 1881 à Châtellerault, il rentre dès 1899 à l'abbaye bénédictine Saint-Martin de Ligugé, donc à 18 ans. Cependant, en raison des lois de 1901 et 1904 qui restreignent les congrégations, il doit poursuivre sa formation à l'étranger. En 1910, il est ordonné prêtre dans la basilique Saint-Jean-de-Latran et commence à enseigner le droit canonique et la liturgie au collège pontifical de Saint-Athanase des Grecs. Donc à Rome, évidemment. Magnifique ville, centre de la chrétienté. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il décide de rentrer en France, comme des milliers de religieux, et est mobilisé comme brancardier dans un régiment d'infanterie. Il participe à des batailles cruciales, comme celle de la Marne et celle du Chemin des Dames, où il est reconnu pour son courage. Il sera obligé après d'être soigné parce que il a essuyé les gaz, il a subi cette attaque de gaz, donc il sera soigné par la suite. Mais c'est un combattant important et chevronné. Après la guerre, en 1924, alors que le gouvernement d'Édouard Herriot envisage d'expulser à nouveau les congrégations, Dom Moreau prend l'initiative de mobiliser ces dernières pour s'opposer à cette décision qu'il trouve dramatique et totalement injuste au vu de l'engagement que les religieux avaient pris pendant la guerre. C'est là qu'il fonde la drague avec l'appui de son abbé, Dom Gauguin. Et c'est là qu'il va multiplier, si vous voulez, des interventions auprès des congrégations, auprès des religieux, auprès aussi des politiques, pour faire reconnaître ce droit des religieux anciens combattants. Et Dom Moreau va précisément, particulièrement dans la drague évidemment, par ses responsabilités, par cet élan qu'il a donné aux congrégations religieuses, véritablement faire prévaloir ce droit des religieux dans cet entre-deux-guerres. Une autre personnalité marquante de son époque, c'est Don Chotard. Dès sa jeunesse, Auguste Chotard a été très marqué par les œuvres catholiques et sociales. Il admire le père Timon David, qui s'occupait notamment de la jeunesse ouvrière, et le père Allemand, qui avait également fondé une œuvre de jeunesse à laquelle le petit Chotard s'était inscrit. Dom Moreau était rentré à 18 ans dans la vie religieuse, Don Chotard y rentre à 19, contre l'avis de sa famille. Il devient donc Don Jean-Baptiste, moine trappiste à l'abbaye de Notre-Dame d'Aiguebelle, aux confins du Dauphiné et de la Provence, donc de son pays natal, puis abbé de l'abbaye de Chambaran pendant 2 ans, de 1897 à 1899, puis abbé de Ceffonds, de 1899 à 1935. C'est un religieux profondément marial, qui est connu pour ses ouvrages de spiritualité, et pour illustrer son importance, je ne prendrai que l'âme de tout apostolat, que Saint Pie lui-même, le pape Saint Pie recommandait, et dont il avait fait son livre de chevet. Don Chotard, c'était un homme extraordinaire, hors du commun, qui a su mêler contemplation et action avec une virtuosité peu commune. Par exemple, en 1891, il fonde la Société anonyme de la chocolaterie d'Aiguebelle, d'un capital d'1 million de francs.
En 1893, l'usine de chocolaterie de Donzère qui emploie jusqu'à 200 personnes, évangélisant les ouvriers et leurs familles sur le même principe que le père Timon David. Mais revenons à la DRAC. C'est dans son rôle d'abbé de Ceffonds que don Jean-Baptiste Chotard prit part à plusieurs assemblées des supérieurs majeurs, dont on a parlé juste avant. Il expliqua, dans une conférence donnée à Drac le 28 janvier 1931, comment il avait défendu avec vigueur la vie cistercienne devant Clémenceau en 1903, à l'aube de la persécution anti-religieuse. Donc, il va voir Clémenceau, et Clémenceau, dans cette intervention, dans cet entretien, le critique. 2 jours auparavant, Clémenceau avait reçu de la part de don Chotard une explication d'une intervention qu'il aurait voulu donner à l'Assemblée, et quand Clémenceau le reçoit, donc 2 jours plus tard, il lui dit tout c'était parfait pour expliquer la vie des moines, etc. Mais enlevez cette partie-là qui concerne votre vie religieuse, on n'en a pas besoin. Et alors là, don Chotard lui dit mais c'est le centre de notre vie, tout le reste en découle. Et là, donc Clémenceau, le tigre a fait sa proie. Il va accumuler précisément plein d'injures, et il va parler d'une façon très cinglante à don Chotard. Don Chotard essuie, et à un moment a une remarque la goutte d'eau qui fait déborder le vase, il se lève outré et il dit je peux pas supporter ça, vous m'avez invité et vous m'insultez. Donc Clémenceau lui dit rassez-vous et lui dit parlez-moi de votre idéal, parlez-moi de votre vie de moine. Pendant 30 minutes, don Chotard va défendre la vie du moine avec une vigueur inouïe, et je vous cite ce qu'il dit précisément à ce moment-là. « Quand j'eus fini, j'étais haletant, tellement j'avais mis de cœur à défendre notre idéal. Jamais sans doute je ne fus aussi ardent, aussi pressant, aussi persuasif. Le président, donc Clémenceau, était visiblement ému. Il se leva et me secouant vigoureusement le poignet. « Dites cela devant la commission. J'ai compris l'idéal du moine. Je ne suis pas chrétien, mais je comprends, lorsqu'on l'est profondément, qu'on puisse être fier d'être moine. Un parlement français n'a pas le droit de mettre à la porte des vrais moines qui, dans leur cloître, restent étrangers à la politique. À partir d'aujourd'hui, considérez-moi comme votre ami. » Alors précisément, don Chotard avait une influence extraordinaire, et on voit par ce simple extrait sa personnalité. Une autre intervention qu'il fit à la DRAC est extrait d'un compte-rendu de l'Assemblée, compte-rendu écrit par un des religieux de la DRAC. Donc, je cite, ce religieux donc, qui écrit ce compte-rendu. « Les supérieurs ont confiance en la DRAC, ils l'estiment, mais nous devons le constater, n'ont pas compris quels étaient ses besoins, et nous accordent simplement un titre de charité ou de contours aimables, ce qui devrait être de leur part une subvention régulière, largement et très bénévolement consentie. Le révérendissime père don Chotard, qui a compris ce que nous lui demandions et qui s'est fait auprès de toutes les trappes, notre avocat, ne veut pas qu'on parle ici de don, de charité. La DRAC, dit-il, mais c'est notre œuvre. Ce que nous lui remettons, ce n'est pas une offrande. Je veux qu'on inscrive notre participation dans la colonne de l'assurance. C'est l'assurance contre la persécution. Or, la DRAC est le paratonnerre des congrégations. La protection du paratonnerre est en fonction de la hauteur de sa pointe. C'est ici le cri de joie d'un supérieur majeur d'importance, le cri de soutien qu'il accorde à la DRAC et qu'il veut partager à toutes les congrégations, à tous les ordres de France. Et don Chotard a été, je crois, absolument essentiel pour la DRAC. Il a été un véritable soutien pour les religieux qui s'y dévouaient. Une autre personnalité issue des rangs de la DRAC, c'est enfin Jacques Péricard. Et c'est le dernier personnage que nous allons voir, et nous n'en verrons pas davantage, faute de temps. Jacques Péricard. Il faut savoir que DRAC n'était pas faite que de religieux, même si elle leur était consacrée. Des civils sont aussi venus en aide aux religieux. Jacques Péricard en faisait partie. Jacques, c'est un nom de plume. Il s'appelait en réalité Joseph.
Il avait combattu durant la Grande Guerre avec son héroïque Debout les morts à la bataille du Bois brûlé le 8 avril 1915. Péricard mourra en 1944, tué d'une balle allemande en ne s'arrêtant pas à un barrage routier, et pour l'anecdote, le maréchal Pétain viendra assister à ses obsèques. Mais dans l'entre-deux-guerres, pour les religieux et pour la Drac en particulier, Jacques Péricard fut un pilier essentiel. Catholique fervent, père de 11 enfants, et bien sûr ami de Don Moreau, il fut enthousiaste à l'idée de la Ligue des droits du religieux ancien combattant, la Drac, dont il prendra la tête. Il organisera des cérémonies, et à l'honneur des soldats disparus, il interviendra personnellement dans de nombreux colloques. Il écrira aussi pour le concours de romans Drac, parce qu'il était également romancier, 2 romans, À Vaillancoeur et Au Royaume de la Nuit. Donc je crois en 1935 et 1936. La place des religieux dans son combat d'entre-deux-guerres pour la reconnaissance des soldats et de leur combat a été essentielle, et Drac n'a pu réellement se constituer, s'établir, que grâce à ses nombreuses interventions et à sa personnalité extrêmement marquante, donc de Jacques Péricard. Drac a 100 ans cette année. Et pourtant, qui peut se vanter de bien la connaître? Je crois que cette journée précisément est importante pour chacun d'entre nous. Non seulement à un titre de commémoration, qui est très important, mais aussi à celui de l'engagement. De l'engagement que nous devons prendre de ne pas éteindre cette petite flamme que tant de religieux ont allumée dans l'enfer de la Grande Guerre, dans la tourmente d'après-guerre, cette flamme que des centaines et même des milliers de personnes ont entretenue et nourrie de leur engagement au cœur de la Drac. Et continuent de le faire aujourd'hui. Toutes, elles ont été importantes à leur échelle, à leur niveau, aussi petit soit-il, car toutes ont servi cette belle cause catholique. Merci à elles, et merci à vous tous donc d'être venus aujourd'hui. Je souhaite donc que cette flamme de nos ancêtres ne s'éteigne jamais. Merci à tous de votre attention.